Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, comment il va? Il va très bien, et toi, Bernard? Ça va très, très, très bien parce que, d'abord, c'est vendredi. Oh oui. Et il neige. Oui, et puis on termine notre semaine avec toi. Oui. Tu as toujours des bonnes histoires à nous raconter. Et cette semaine, l'actualité était plutôt riche, d'ailleurs. Alors, vas-y, présente-nous donc ta première histoire insolite. Écoute, je te commencerai mon palmarès avec une histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours. En fait, ce sont les autorités argentines qui ont annoncé qu'ils allaient reprendre des recherches, en fait, transposer le terrain des recherches pour essayer de retrouver leur sous-marin, le Ara San Juan. Je sais pas si tu te rappelles, Bien le sûr. 15 novembre dernier, ce sous-marin qui contenait 44 membres d'équipage a disparu quelque part à peu près à 430 km des côtes de l'Argentine. Ah oui, puis pendant plusieurs jours, on l'a cherché. Pendant plusieurs jours. Les familles, bon, effectivement, les familles éplorées attendaient des informations. Les autorités américaines, parce qu'ils avaient, eux, un sous-marin dans les environs, ont laissé savoir aux autorités argentines que d'après leur écho sonore, ils avaient fortement l'impression que le sous-marin argentin avait implosé sur lui-même et que là, évidemment, tous les marins avaient été tués sur le coup. Quoi qu'il en soit, les autorités ont essayé de retrouver l'épave et ils ont passé, comme tu l'as mentionné, plusieurs jours, malheureusement, sans résultat. Et puis voilà qu'il y a quelques jours, les autorités argentines ont annoncé que, bien sûr, ils accueillaient toutes les informations qui auraient permis de retrouver le sous-marin, mais celle-là est plutôt insolite. Ils ont accepté les informations d'une clairvoyante, une voyante, appelle-la comme tu voudras, une certaine Maricel, qui s'est adressée aux autorités argentines en disant « Vous êtes dans l'erreur. Grâce à mes dons psychiques, j'ai été en mesure de localiser l'épave du sous-marin, qui se trouverait en fait beaucoup plus au nord que la zone de recherche initiale, et elle soutient que le sous-marin reposerait par quelques 250 mètres de profondeur. » Alors là, évidemment, tu te dis, bon, à toutes les fois, même ici au Québec, c'est un peu la même chose lorsqu'il y a des enfants qui disparaissent, lorsqu'il y a une catastrophe, il y a des événements bizarroïdes un peu, il y a toujours une flopée de médiums, de clairvoyants qui appellent les autorités pour donner des informations. Mais généralement, on prend ça avec un grain de sel. Alors là, est-ce qu'il faut y voir un signe de découragement ou de la naïveté exagérée, difficile à dire, mais non seulement les autorités argentines ont-elles accueilli cette information de la dite voyante Maricel, mais au moment où on se parle, un navire fait route vers la zone de recherche proposée par la clairvoyante, Vraiment? avec la clairvoyante à son bord. Oh boy! Alors, Ils sont-tu en Facebook Live? On peut-tu avoir? je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que depuis que le navire a quitté l'Argentine à destination du terrain de recherche, les autorités argentines n'ont pas fourni d'autres informations. J'imagine que jusqu'à maintenant, les recherches doivent être vaines, sinon tu comprendras que les autorités l'auraient fait savoir. Et ce serait toute une victoire pour le monde des médiums. Ouais, ça serait toute une victoire, mais... Ce serait un grand coup de relations publiques. Oui, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Non, faut pas compter là-dessus? Non, j'y crois pas trop. Hein. Fait que, écoute, attendons, mais c'est vrai que c'est très, très surprenant, une information comme celle-là. Et du coup, je dois t'avouer c'est parce qu'ils sont désespérés. Absolument, Christian. absolument. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Là. Et non seulement, je pense que c'est parce qu'ils sont désespérés, mais en même temps, je pense qu'ils ont... il y a une question de relation publique. C'est-à-dire que quelqu'un appelle, il dit « J'ai de l'information ». Si on ne donne pas suite à cette information, même si elle peut nous paraître à la rigueur cocasse, ils ne veulent pas, les autorités argentines ne veulent pas prêter flanc à une espèce de critique publique qui pourrait dire on vous a donné de l'information, vous avez reçu de l'information, vous n'y êtes pas allé, ou etc., etc. Ça, donc, on essaie de jouer un peu cette carte-là. On n'a plus rien à perdre au moment où on se parle, on n'a plus rien à perdre, et on comprend que tant ou si longtemps qu'on n'aura pas retrouvé l'épave, les familles endeuillées pourront pas faire leur deuil de l'événement. Puis je les comprends tout à fait. On les comprend tout à fait. Parle-nous des messages extraterrestres qui seraient bons pour la poubelle. Oh! C'est pas de bonne semaine pour les extraterrestres. Tu sais, depuis les années 60, on s'intéresse beaucoup à ces soi-disant ou ces possibles
communication radio par les extraterrestres. Et là, ici, on est vraiment dans le domaine de la science. On n'est pas dans le domaine de la fiction. Donc, depuis les années 60, plusieurs programmes, certains financés par la NASA dans le cadre d'un grand programme qu'on pourrait appeler sous le nom qui a un nom parapluie qui s'appelle le SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, des astrophysiciens à travers le monde tournent leurs grandes antennes vers l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui prouverait qu'il y a quelque part dans l'univers des civilisations extraterrestres avancées. Parce que des formes de vie, on croit bien que la vie doit pulluler partout dans l'univers. Même dans notre propre système solaire, on a quand même plusieurs candidats où il pourrait y avoir des formes de vie primitives. Mais des civilisations avancées, ça, on n'en a pas par chez nous et à part la Terre, du moins nous l'espérons. Mais on essaie d'écouter comme ça le cosmos. Et c'est vrai que depuis 1960, donc depuis les premières armes de ce projet SETI, nous n'avons jamais capté un signal digne d'être interprété comme un signal extraterrestre. Bien sûr, on a eu quelques signaux radio insolites, mais ou bien ces signaux ont été identifiés plus tard comme étant des étoiles à neutrons, des quasars, des pulsars, mais aucune qu'on pourrait dire avec sans l'ombre d'un doute, voilà un signal radio extraterrestre. Alors, et encore une fois, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir déployé une technologie très imposante pour essayer de les capter, ces messages-là. Absolument. Et au cours de l'automne dernier, même, la Chine, qui possède maintenant le plus grand radiotélescope au monde, l'utilise en partie dans la quête de ces fameux signaux radio extraterrestres. Mais là, on arrive avec une espèce de douche écossaise. En fait, c'est un article qui est publié sur le site scientifique de l'Université Cornell aux États-Unis, dans l'État de New York, donc très sérieux. Il s'agit de deux astrophysiciens, Michael Ipe puis John Learned. Et ces deux astrophysiciens-là ont regardé un peu, ont fait un décantage d'informations, ont regardé un peu la possibilité de civilisation extraterrestre et ils arrivent à la conclusion que comme on ne sait pas qui enverra le message, parce que bon, imaginons un instant qu'il y a une civilisation extraterrestre qui envoie un message. Ouais. On reçoit le message. Évidemment, notre première démarche sera essayer d'en décoder le contenu. Et c'est là que soutiennent les deux astrophysiciens qui pourrait être une erreur. Dans un premier temps, l'information, supposons, et puis là, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais imaginons un instant qu'on réussit à décoder le signal. Ouais. L'information qui pourrait être obtenue, qui pourrait être contenue dans ce message, pourrait peut-être être falsifiée et finalement nous rendre vulnérables. Parce que rien ne prouve que la civilisation qui tenterait de communiquer avec nous ne soit pas hostile et belliqueuse. Donc elle nous envoie un message, on le décode. Pour nous tromper. Pour nous tromper. Ce message nous dit, nous sommes beaux, nous sommes gentils, baissez vos boucliers, on arrive comme des frères du cosmos. Oui, mais moi j'aime mieux savoir... Puis après ça, prendre les dispositions nécessaires au cas où, que de ne pas le savoir du tout? Ben, en fait, eux, ce qu'ils disent, ce n'est pas de ne pas reconnaître qu'il y a un signal radio extraterrestre. Ils disent, si on reçoit... de ne pas y répondre. De ne pas y répondre et de se méfier de son contenu. Donc, dans un premier temps, qu'on reçoive un signal, c'est extraordinaire. Ça viendrait répondre à cette grande question existentielle. Sommes-nous seuls ou sommes-nous la seule civilisation avancée dans le cosmos? Donc, on aurait cette première réponse. Mais lorsque vient l'idée de décoder ce signal et qui plus est d'y répondre, alors là, les deux scientifiques se disent, attention, nous ne savons pas qui pourrait être à l'autre bout du fil. Très bien. Ça ressemble un peu à la logique de Hawking, hein? Voilà, Hawking. Stephen Hawking, hein? Voilà, lui, Hawking dit un peu dans le même créneau, c'est-à-dire écoutons le cosmos. Si on reçoit des signaux, parfait, mais évitons de répondre parce que, et c'est vrai que l'analogie, elle est, on peut pas y échapper. À toutes les fois dans l'histoire de l'humanité qu'une civilisation plus avancée est entrée en contact avec une civilisation entre guillemets plus primitive, ça s'est toujours terminé par un holocauste et c'est toujours au détriment, bien sûr, de la société dite plus primitive. Alors, c'est un peu ce que Hawking dit. Une civilisation qui aurait le moyen de venir nous rendre visite aurait les moyens de nous détruire. Voilà, serait une civilisation très en avance sur nous et elle pourrait nous détruire. On s'arrête, hein, parce qu'on veut se garder du temps pour ces deux autres sujets dont tu veux nous parler, dont l'un me fascine, les restes humains, possiblement, d'une femme dont on a perdu la trace, une grande aviatrice. On aurait peut-être trouvé ses restes sur une île mystérieuse. Oui. Dans un instant, après la pause.
De retour avec Christian Page. Christian, parle-nous de cette histoire autour des restes d'Amelia. Comment tu prononces ça? Amelia Earhart. Earhart. Okay. Donc, je te ramène pour bien comprendre, ça c'est sans aucun doute la nouvelle de la semaine. Écoute, faut essayer de comprendre le contexte historique. Donc, on fait un bond dans le temps. Il faut se rappeler qu'à l'époque, à l'âge d'or de l'aviation, donc on est à la fin des années 20, début des années 30, les aviateurs et les aviatrices avaient des statuts presque de superstars, hein, qu'on pense à Lindbergh, qu'on pense justement à Amelia Earhart. Ces gens-là étaient partout. On faisait la queue pour les voir, pour avoir des autographes de ces gens-là. C'était des rockstars de leur temps. Blériot. Hein? Ouais, voilà, absolument. Et comment ça s'appelait? Les faucheurs de Marguerite. Ouais, voilà. Hein? Et ce 2 juillet 1937, l'un des grands noms de l'aviation, Amelia Earhart, qui détenait des records de vitesse, d'altitude, de rapidité, entreprend de faire ce que aucun autre aviateur n'a fait avant elle, faire le tour du monde sur un avion. Alors, elle quitte les États-Unis et elle commence donc quelques semaines avant, elle quitte les États-Unis et on se retrouve donc la dernière étape de son vol. Elle doit partir de la Nouvelle-Guinée, se poser dans une petite île au milieu du Pacifique, l'île Howland, faire le ravitaillement de son avion et à partir de là, regagner les îles Hawaï et la Californie et elle aura complété son périple. Et là, on est le 2 juillet 1937. Elle quitte Lae en Nouvelle-Guinée pour se diriger vers l'île de Howland, mais elle n'arrivera jamais à destination. Les gens, on avait envoyé un bateau sur place, un bateau de la US Navy. On va avoir des communications avec elle, mais elle n'arrive pas à trouver son chemin. La température n'est pas idéale et on n'entendra plus jamais parler d'Amelia Earhart. Elle est considérée comme disparue et ça devient l'un des plus grands mystères de l'aviation. Disparue en mer. Disparue en mer. Donc, son avion, elle avait avec elle un navigateur, un type qui s'appelait Fred Noonan. On a entrepris des recherches, on a essayé de retrouver l'appareil. Rien. Même à ce moment-là, elle était une amie personnelle du couple présidentiel Roosevelt. On a tout tenté, on a envoyé des bateaux de la US Navy, des avions, on a essayé de retrouver rien du tout. Pas un boulon, pas une vis, rien du tout. Alors, le mystère s'est épaissi pendant des années. Et là, on fait un petit aparté. Dans cette région-là du monde, il y a une série de petites îles, un archipel d'îles qui s'appelle les îles Phoenix. Ce sont tous des îles faites de corail, des atolls, et ces îles sont toutes inhabitées. En 1940, un groupe de gens se débarque sur l'une de ces îles qui s'appelle l'île de Nikumaroro. Oh. Et en se promenant sur l'île, ils vont trouver la moitié d'un squelette, en fait des ossements, 13 os, des os importants, hein, des fémurs, un humérus, un cubitus. On va retrouver un crâne, bien sûr, et la maxillaire inférieure du crâne. Ces os-là vont être mis dans une boîte. On se demande de qui il s'agit. On se dit peut-être s'agit-il d'un naufragé. On prend ces os, on les place dans une boîte. Ils sont envoyés aux îles Fidji. Et là, un médecin, le docteur Hoodless, va entreprendre d'analyser ces ossements et il va conclure, et là on est en 1941 au moment où il dépose son projet, il dit, voilà, ce sont les ossements sûrement soit d'un homme européen de taille moyenne et qui peut-être aussi d'un Européen métissé avec des Polynésiens, mais sans aucun doute un homme qui faisait à peu près 5 pieds 5. Voilà, merci, bonsoir, et le rapport est déposé, ça s'arrête là. Alors on continue des recherches. Mais la médecine légale en 1941 n'était pas ce que la médecine légale est aujourd'hui. Et voilà que le directeur du Centre d'anthropologie médico-légale de l'Université du Tennessee, un certain Richard Jans, a ressorti le vieux rapport du Dr. Woodless de 1941. Ouais. Il a refait des calculs, à partir de nouvelles expertises et bien sûr l'avènement, les connaissances que l'on a maintenant de l'anthropologie médico-légale. Et ces conclusions viennent d'être publiées dans le Forensic Anthropology, donc un périodique scientifique, et il arrive à la conclusion que 99% de ces os correspondent au gabarit d'Amelia Earhart. Ben voyons donc. Voilà. Donc, depuis 1940, ces ossements retrouvés sur la petite île, cet atoll de Nikumaroro, pourraient bien être les restes humains d'Amelia Earhart. On aurait donc ces ossements depuis... Malheureusement, les ossements ont été perdus depuis, mais déjà en 1940, dans une petite boîte, quelque part dans une école de médecine aux îles Fidji, on avait peut-être les ossements d'Amelia Earhart. Et personne ne s'en doutait parce que à cette époque, à cause disons le flou de la médecine médico-légale débutante, on avait tiré des conclusions trop hâtives. Eh bien,
Puis on a perdu les ossements, fait qu'on ne peut pas confirmer ça. Non, mais c'est peut-être l'un des plus grands mystères de l'aviation qui est résolu. Voilà. Christian Page, c'est toujours un plaisir. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à Larry Dufresne qui est à la mise en onde, réalisation. Merci à Maryse Duchesneau à la recherche. François Arnois qui nous a donné un coup de main aujourd'hui. Alexandra Marcoux qui se soigne d'une grosse grippe d'homme. Alexandra, lâche pas, on t'aime. Merci à vous surtout les auditeurs. C'est Paul Aude qui s'en vient à lundi.